décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Nous sommes arrivés à la fin de l'année et à la nécessité de faire un bilan de ce qui s'est passé en Algérie, dans ce pays où la toute récente communication du régime sur l'avènement annoncé d'une démocratie participative, pour reprendre les propres termes du président Tebboune. Une démocratie participative sur laquelle plane l'article 87 bis. Une démocratie participative qui passait de l'Algérie nouvelle du premier mandat à l'Algérie victorieuse du second. Le nombre et la gravité qui se proposent naturellement au sujet de la discussion d'aujourd'hui ne nous permettront malheureusement pas de tous les traiter en un temps si court, celui de cette émission. Nous devrons faire un choix et opter pour un traitement très dynamique des questions. Peut-être aussi choisir d'aller dans une approche systémique, une lecture globale, synthétique, où s'expliqueraient les tenants et les aboutissants de la grande dérive. J'aurai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau deux amis que vous êtes nombreux à réclamer et qui sont des nôtres. Je vous les présente tantôt. Après l'Algérie nouvelle, voici l'Algérie victorieuse. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Brahim Younsi, analyste politique, qui est avec nous donc aujourd'hui, qui nous a fait le plaisir de venir donc sur ce plateau. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Et puis, ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu. Oui, en effet. Il y a quelques semaines, quand même, mais c'est un moment. Mieux vaut tard que jamais. Et je salue les téléspectateurs et je leur dis merci. Voilà. Et l'autre personnage du binôme, du fameux binôme, mon ami Edir Ounouren, d'ailleurs, nous, entre nous, on l'appelle Edir, qu'il fut beau, Edir, qu'il fut jeune. Edir Ounouren, analyste politique, merci d'être avec nous, Edir. Merci pour votre invitation. Je salue Brahim, mon compagnon d'émission, et je salue toutes celles et ceux qui nous regardent. Et en espérant, je vais aller un peu à l'avance en souhaitant une meilleure vœu à toute la société et au peuple algérien, qu'ils retrouvent l'espoir et l'espérance, surtout pour notre jeunesse, et qu'ils ont une chance et une malchance aussi de vivre dans un pays complètement bloqué, qui violente sa jeunesse, qui violente ses cadres, qui violente tout. Il faut trouver du courage et trouver les conditions afin de bâtir un socle de valeurs communs et passer à autre chose. C'est ça qui est le plus important, parce que ça ne peut plus durer. Vu l'état de la situation du pays sur tous les plans, économique, social, culturel, identitaire, crise des institutions, crise morale, je parle de la corruption. Nous sommes un pays fragile et on n'en prend pas conscience. Mais c'est vrai que faire de la politique aujourd'hui, dans un contexte pareil dans notre pays, relève de la gageure, c'est pratiquement impossible. Donc voilà, excusez-moi d'avoir plombé l'émission un peu au départ. Non, au contraire. De m'associer à ton propos. Ah oui. Ah ben voilà. Edir, je vous garde encore un moment, parce qu'il y a un objet qu'on doit remettre à Brahim Younsi. Moi, je le dis comme ça, c'est le temps qu'il... Alors, Edir, je vais vous parler d'un aspect des choses qui ne va pas plaire à tout le monde.
les gens vont penser peut-être que nous nous acharnons ou que nous allons grenouiller dans des choses qui ne sont pas très saines. Mais de plus en plus de gens se posent la question sur cette mégalomanie du chef de l'État, M. Tebboune, et tout particulièrement sur son penchant, ou plus que son penchant, ce côté maladif qu'il a de mentir effrontément, de ne pas craindre de débiter des mensonges qui sont absolument outranciers. Alors, d'après vous, et nous allons parler de quelques-uns avant d'aborder les choses. Est-ce que cette caractéristique du président, de dire des mensonges aussi grossiers, est-ce que ce n'est pas un motif valable pour déclencher une procédure d'empêchement? Et je vais vous dire quelques mensonges comme ça. Par exemple, récemment, nous allons voir le soundbite où il nous dit nous sommes désormais membres du G20. Vous imaginez? J'aimerais bien qu'on nous la montre, cette déclaration de M. Tebboune. لحد الآن الشيء اللي مبرمجينه من نهاية السنة عندي سفر نتاع الجزائر سبحة تعاودوا في الجيفان باش نحضروا في الجيفان وممكن ألمانيا لماكش نهاية السنة بداية السنة. C'est pas la bonne vidéo parce que la bonne vidéo, j'espère que la régie va pouvoir nous la trouver. Il dit Asbahna adaw min G20. J'espère qu'on va nous corriger tout ça. Alors, mais il n'a pas dit que ça. Rappelez-vous le premier mandat avec Blinken. Nous allons produire 30 millions de tonnes de blé. Rappelez-vous quand il a dit nous allons produire l'eau dessalée. À millions. Un million par jour. Ouais. Plus d'1 million par jour de mètres cubes. 1,3 million d'eau par jour. Il a dit aussi nous avons produit en 2000, je ne me rappelle plus, 2003 je crois, 2023 nous avons produit pour $25 000 de produits agricoles. 25 milliards de dollars. 2 milliards. D'ailleurs on se demande comment il a fait la conversion. La conversion. Puis il a dit 30 000, puis il a dit 35 000. Il a dit plein de choses comme ça, absolument aberrantes. À votre avis, j'aimerais bien que vous en discutiez. On n'est pas psychiatre, moi je ne le suis pas. Moi non plus. Mais il y a une pathologie. Aucun des chefs d'État que nous avons connus ne sont allés aussi loin. Aussi loin. Devant l'Assemblée nationale des Nations Unies, il a dit 1 milliard, 300 000. Absolument, il a même dit autre chose sur le plan des relations internationales, qui n'était pas juste, qui ne pouvait pas même assumer comme État. Oui. Il agissait comme s'il était légal sur le plan militaire, économique, technologique, des États-Unis. C'est quand même... Juste pour abonder dans le sens de Brahim, rappelez-vous, quand il est parti en visite officielle en Russie, pendant la conférence de presse... L'ami de l'humanité. C'est dans ce cadre-là, justement, quand il s'est improvisé, il demandait à M. Poutine de l'autoriser à devenir l'intermédiaire pour régler le conflit russo-ukrainien, alors que le conflit russo-ukrainien, c'est le monde de demain qu'on dessine aujourd'hui. Absolument. Et donc, il y a un décalage énorme. C'est pour rejoindre Brahim qu'on dit on n'a ni la puissance économique, ni la puissance militaire pour avoir ce type de comportement et pouvoir dire... Quand vous voyez que le conflit russo-ukrainien, l'ONU n'est même pas associée. Absolument. Tout à fait. Donc, il y a un problème et que Tebboune, par l'intermédiaire l'Algérie, par l'intermédiaire de son chef d'État, arrive à demander à M. Poutine en plein permettez-moi quand il a pris publiquement la main du ministre des Affaires étrangères saoudien et celle du représentant de l'Iran et qu'il a essayé, et que le ministre des Affaires étrangères saoudien lui a jeté la main. Le problème, c'est que avec Abdelmadjid Tebboune,
Et ça, c'est une critique politique, ce n'est pas une critique du personnage, même si le personnage en lui-même, psychologiquement, pose problème. Mais comme nous ne sommes ni des psychiatres ni des psychologues, on ne va pas pouvoir faire l'analyse. Oui. Mais sur le plan politique, nous pouvons le faire. Tout à fait. Et politiquement, il a perdu toute crédibilité qu'on pouvait lui prêter, parce que nous ne le connaissions pas comme agissant au premier plan de la République algérienne. C'était un ministre ordinaire qui avait des fonctions quand même comme ministre de l'Habitat importantes pour un pays comme l'Algérie. Pendant de longues années. Oui, presque 13 ans à ce moment. Et il a eu maille à partir de l'affaire Khalifa, qui, rappelons-le, vient d'être libéré. Absolument. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que s'il avait des légitimités quelconques, tout à fait. Oui, mais ce qu'il a perdu, c'est la légitimité morale. Oui. Il a perdu toute légitimité morale qu'on pouvait lui prêter. Et aujourd'hui, cette légitimité morale a contaminé l'ensemble des autres légitimités. S'il avait une légitimité électorale, qu'il n'a pas, évidemment, oui. C'est la base de tout. La délégitimation morale a gangréné le reste. Tout à fait. En plus, si vous permettez, il faut aussi remettre en perspective quelle a été la carrière de M. Tebboune. Bon, il a fait l'ENA, c'est très bien, mais ensuite, il a été dans la préfectorale, comme on dit, c'est ça, voilà, je parle sous ton contrôle, mais il a dû, sa carrière est due simplement à des nominations. Donc, il faut, je rejoins Brahim, ce n'est pas des attaques ad personam contre le personnage de M. Tebboune, mais il doit toute sa carrière à des nominations, ce qui prouve qu'il a un peu le sens de la manœuvre, le sens de l'intrigue, pour avoir duré autant de temps. Oui. Ça, c'est... Mais il a eu sa traversée du désert, oui, avec le Wali, Laouna, on ne peut pas traverser 50 ans de vie administrative sans petite traversée du désert. Je pense que tout le monde, tout ce qu'on fait, l'administration publique le savent. Ce qu'il a de rajouter simplement à Brahim Odda, la légitimité morale dont il parlait, la légitimité électorale, c'est quand même dramatique, c'est qu'il n'a rien proposé en face. Et pour moi, je l'ai dit souvent, moi je l'ai rencontré 2 ou 3 fois quand il était au Wali, dans le cadre, quand j'étais militant politique. Mais quand on l'entend comme ça, sans être trop sévère, mais il est d'une indigence culturelle. Et ça m'étonne pour quelqu'un de cette génération. Une indigence culturelle, une indigence politique. Oui. Or, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de politique, dans le sens fonctionnement politique. Pas on dit militant politique, comme ça ne veut rien dire. Si vous n'êtes pas au charbon à l'intérieur du parti, vous ne savez rien de ce qui se passe. Alors que dire des amis qu'ils connaissent, qui l'ont fréquenté, qui l'ont fréquenté vraiment de très près, oui. m'ont confié des choses sur lui. C'est un artiste en termes de calligraphie arabe. Oui. C'est un chanteur en andalou, paraît-il, d'une manière absolument tout à fait. incroyable. Ça, je connais des gens qui le connaissent bien. Mais il est très agréable et d'un commerce agréable. Ah oui. Il faisait rire toute la bande qui était avec lui. J'ai la même information que toi, par des gens. Et puis, il connaît le Chabi. Oui. Excellemment. Et c'est ce qu'on m'a dit aussi. C'est vrai, le Chabi, c'est un amateur de Chabi. Il a une belle voix, très belle voix, paraît-il, quand il chante. Bon, mais je l'ai entendu parler du Chabi, des chanteurs Chabi, de l'Anqa, ou de tel ou tel chanteur, il a ce penchant artistique. Mais le problème... C'est le produit aussi de quelque chose. Hein. C'est le produit, et ça peut être lié, excusez-moi, ça peut être lié, c'est le produit d'un islam confrérique. Oui, bien sûr. C'est très important de le souligner. D'une part. D'autre part, son père, était membre des ulama. D'accord. Ah, d'accord. Son père était membre des ulama. Mais ils sont très attachés à Boussemroun, l'Artijaniya, les marabouts. On l'a vu avec Bouteflika qui lui a ordonné de ramper devant le Il y a aussi. Mais le problème... on le cite tout. Avant de revenir aux choses sérieuses, j'allais dire, le problème, moi, qui m'interpelle... Comme disait Hachmi Jouani, qui s'est retrouvé... Heureusement que moi, je travaille dans une chaîne libre. Il a été tenu 2 minutes. 22 heures. Passons aux choses sérieuses. Oui. Mais le problème, moi, qui m'étonne beaucoup, venant d'un homme qui a une intelligence au-dessus de la moyenne, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'il a
il a oublié qu'il a été désigné par un Gaïd Saleh qui lui a préparé le terrain jusqu'à faire le vide autour de lui, jusqu'à envoyer une 50aine de généraux en prison pour qu'il ne lui fasse pas de l'ombre, jusqu'à faire arrêter 2 premiers ministres, puis le 3e a rejoint par la suite, des dizaines de ministres, tout ça pour lui préparer le terrain. Et M. Tebboune, au lieu d'être un peu modeste, humble, de comprendre que tout le monde sait qu'il a été désigné, qu'il n'est pas élu, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans une mégalomanie absolument incroyable. Le bonhomme, il croit, il a vraiment de l'ivresse des sommets. Il est ivre de pouvoir. Je voudrais juste 30 secondes, par exemple, si tu permets. Il n'a même pas ce syndrome-là qu'on appelle le syndrome du bris. Oui. Il ne l'a même pas, parce qu'il n'a pas, pour moi, il n'a pas l'épaisseur, la densité, l'étoffe de produire un hubris personnel. Il ne produit même pas ça. Donc moi, sans l'attaquer personnellement, hein, moi je pense que honnêtement, être chef d'État de l'Algérie, être président, quelle que soit la légitimité, mais une vraie légitimité, où il y a un taux de participation correct, où le suffrage exprimé rentre dans des standards internationaux, c'est terminé cette histoire-là. Il nous faut un jeune. Un président travaille 18 heures par jour, comme je dis souvent. Et vraiment élu. Vraiment, évidemment, c'est la base. Oui. Vraiment élu, et puis commencer à travailler, parce qu'on a un très gros problème en Algérie qui risque vraiment d'exploser. Oui. C'est le problème identitaire. Et Dieu sait que vous savez que bon, je suis ça de très près. C'est très important. C'est même plus le côté amazigh, c'est le côté kabyle. Hein. À force de mettre la poussière sous le tapis, ça va être hyper clivant et on ne sait pas où ça peut aller. C'est pour ça que je dis il faut à tout prix qu'on revisite la nation. Je suis plus pour la nation, non pas celle de Renan, mais plus la culturaliste, celle qui dit que c'est les communautés qui fondent la nation, c'est pas l'État qui fonde la nation. On doit revenir à des choses simples. C'est quoi être algérien? Et ça, c'est la base de tout, M. Benchenouf. Je dis ça depuis plus de 10 ans, plus de 12 ans, avec mes camarades, etc. J'ai dit, si on ne revisite pas la nation, ce pays est foutu. Vous disiez une citation de Renan, je crois. Non, pas de Renan, de Maurras. De Maurras, au sujet des cimetières. Vous pouvez nous le rappeler? C'est le partage en commun d'un cimetière. C'est une pensée très droitière, extrême droite, royaliste, raciste, xénophobe. Mais il a donné une certaine définition de la nation, moi qui m'a séduit et qui disait c'est le partage en commun d'un cimetière antique, mais dans un cadre individu. C'est-à-dire il n'y a pas de partage en fait. C'est très beau, c'est magnifique. Voilà, ça part de là que ça. D'extrême droite, mais oui, non, c'est le père de l'extrême droite. Il avait bien défini, Maurras avait bien défini. Il y a d'autres. Oui, évidemment. C'est exactement. Alors, il paraît que M. Tebboune a fait un discours. Moi, personnellement, je ne l'ai pas suivi. J'imagine que vous non plus. Je voudrais juste intervenir sur ces hommes qui sont encore en prison. Oui. Ça, c'est un point nodal pour moi. Ça veut dire que cet homme-là, ce président-là, peut-être l'homme aussi, qui n'est pas, comme on le dit, et cela est une lapalissade, pas élu, a cette haine. Quelle revanche prend-il? Et sur qui et quoi? Voilà. Et quelles conséquences? Et qui parle aujourd'hui de démocratie participative. Oui, quelles conséquences aura cette phase-là, cette phase politique, sur le pays? Et elle a déjà des conséquences sur le pays. Oui. Déjà, il y a des conséquences sur le pays. Oui. Et très vite, ces hommes en prison que nous avons combattus, que nous avons tous combattus. Vous parlez de quelle catégorie de prisonniers? Je parle des prisonniers, ceux qui ont été mis en prison par Gaïd Saleh, dont vous parliez. Ça veut dire les règlements de compte entre barons du régime. Absolument. Mais pourquoi ne pas mettre dans le même sac parce que ce n'est pas tous les prisonniers? Ce n'est pas pareil. Là, dans ce cas-là, c'est explosif pour le pays. Oui. Il risque d'en sortir quelque chose de pas très joli. C'est explosif. Cette affaire est explosive. Il paraît qu'il y a même, excuse-moi Brahim, je t'interromps, n'oublie pas ce que tu as dit. Il y a même ils ont de l'influence. Oui.
Même en prison, ils ont encore oui, de l'influence. Oui, évidemment, ils ont leurs affidés, ils ont leurs influences. Le pauvre détenu politique ou détenu d'opinion, je ne vais pas citer des noms, nos camarades que nous aimons bien, n'ont aucune influence sur la société. On peut les pleurer, on peut réclamer leur libération, etc. Non, mais sur le plan du principe, mais là, juste ça, mais là, les hommes qui sont en prison, on prend Yahya ou on prend tel ou tel autre détenu. Les généraux, et qui parmi les plus importants. Mais qui ont également des liens avec l'extérieur. Et leurs propres associés qui sont aujourd'hui au pouvoir. Oui. Et aujourd'hui, on les appelle l'Aïsaba, le gang. Mais dans la réalité, ils sont associés avec ceux qui sont restés au pouvoir, mais qui ont su choisir leur camp. Tout à fait. Moi, j'aimerais vous suggérer, si Ibrahim dire, de prendre les prisonniers, même s'ils ne se valent pas. Même, non, c'est pas en termes de valeur. Absolument. Mais moi, personnellement, je mettrais. Du principe. Moi, je mettrais, sur le plan du principe, tous les prisonniers, depuis ceux du fils des années 90, dont la moitié est décédée en prison. Oui, mais ça, je n'arrête pas de les défendre. Et qui ont été condamnés dans des conditions absolument scandaleuses. En passant par les gens du Hirak, y compris ceux qui sont sortis, parce qu'ils ne sont pas 240, ils sont des milliers à être passés par la case départ et la case prison et qu'il faut réhabiliter. Les gens du MAC, qui ont été accusés de terrorisme et qui ne sont pas des terroristes. Oui, tout à fait. Les gens de Rachat, qui ont été accusés de terrorisme et qui ne sont pas terroristes. Oui, bien sûr, bien sûr. Et les gens du régime qui ont été qui sont traités de Aïsaba et qui ont été jugés, tous ces gens-là, de façon inique, à charge, par une justice aux ordres, qui fonctionne au téléphone et qui rend ses verdicts en fonction de ce qu'on lui demande. Ce que je veux dire par là, je ne fais aucune différence quant aux hommes, mais je fais une différence quant aux influences. Ces hommes... Ce que ça peut provoquer dans le pays... Absolument, ils ont des influences, y compris à l'extérieur. Y compris à l'extérieur. Ils ont des affidés. Ils ont de l'argent, ils ont des moyens. Ils ont juste que ces affidés-là n'ont pas trouvé l'occasion d'agir. Mais tout le monde refuse de les libérer parce qu'ils considèrent qu'ils représenteraient un danger. Une menace plutôt, voilà. De base, de haute intensité, tout dépend du contexte à partir de ce moment-là. La provenée. Alors, ce que je voulais dire, c'est important ce que soulève Brahim, c'est que quand on parle de tous ces gens qui ont servi le pays, corrompus ou pas, à tort, à raison, vous parlez de justice quand même qui n'a pas fait honneur à la justice en règle générale, qui n'ont pas dit le droit, qui ont répondu à des règlements de compte plus politiques. Il y a un phénomène qui émerge. C'est la notion du courant Novembalia Badissi. Faites attention. Une partie des généraux qui sont à l'intérieur, qui sont dans les prisons, sont de cette mouvance. La libération de Belrite, on peut la situer à deux niveaux, soit pour embêter un peu ou pour mettre un nonos aux militants du MAC et à leur président, en disant voilà. Ou alors, est-ce que la question qui mérite d'être posée, est-ce que le lobby d'ici à Novembalia est assez fort pour avoir suscité la libération? Il était quand même là 5 ans de prison quand même. Si une grâce qui arrive après 5 ans, moi j'ai défendu l'idée que M. Belrite n'avait rien à faire en prison. Absolument. Ni lui, ni Sansal. Rien à faire, ni lui, ni Sansal. Tous les gens qui sont coupables d'avoir émis des idées, d'avoir émis une vision. C'est pas possible. On paye les inviter sur des plateaux de télévision et les confronter à des historiens. Maintenant, qui passent en justice et qui écopent d'une sanction, pas symbolique, une vraie sanction avec des indemnités financières, etc., pourquoi pas? Mais il n'a rien à faire en prison, je suis désolé. Et puis, ça, il faut en faire des précédents, c'est-à-dire c'est une gestion par la terreur. Les gens, après, ils ne peuvent pas parler. Ils sont terrorisés. C'est pour vous dire qu'il y a l'influence de ce lobby-là, comme vous en parliez, qui sont à l'intérieur. Maintenant, comment voir les choses? Il y en a beaucoup qui appellent à une amnistie générale. Pourquoi pas? Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Je pense qu'il faut avoir une vue, Brahim, tu m'excuseras, une vue holistique de la situation. On ne peut pas l'avoir compartimentée. C'est les détenus d'ici.
les détenus de 90, mais bien évidemment qu'il faut les libérer. Moi, je suis militant des droits de l'homme, bien sûr qu'il faut les libérer. Il faut qu'on arrive à aplanir toutes ces difficultés qui sont peut-être le préalable à un nouveau démarrage pour l'ensemble des Algériens. Peut-être. Mais c'est une des conditions sine qua non. C'est assainir le climat. Absolument. Bien sûr, moi je suis j'allais dire, par philosophie, contre l'emprisonnement. Comme certains philosophes français, je ne citerai pas le nom. Mais par exemple, quand on parle de l'affaire Sansal, Sansal, disons, pouvait tomber sous le coup de la loi. Mais rien que la loi. Absolument. Pouvait tomber sous le coup de la loi parce qu'il y a un article du Code pénal algérien, comme il y a le même article... Atteinte à l'intégrité de la nation. Non, du territoire. Du territoire. Du territoire. Oui. Lui a émis une thèse... Voilà, qui remettait en cause le territoire. Oui. Le territoire. D'ailleurs, une thèse complètement farfelue. Farfelue, oui, absolument. Ouais. C'est la fallait raison lui opposer un historien. Voilà. Là, il fallait peut-être, entre guillemets, je n'aime pas ça non plus, le ridiculiser devant le... l'histoire. Absolument. Voilà. Mais là, il y a, et ça c'est pour tout le monde, pour lui aussi bien que pour nous, oui. Et pour d'autres, il y a un article de la loi du Code pénal algérien qui condamne. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il doit être mis en dépôt. Non, je suis d'accord. On le convoque, il comparaît libre, il a son temps de savoir. Je suis entièrement d'accord. Absolument. Il est d'abord comme personne, et puis comme Algérien, il a des droits. Alors, nous allons écouter M. Tebboune sur cette question de la présomption d'innocence. Tebboune est censé être l'incarnation de l'État, l'incarnation de la Constitution, l'incarnation de la loi, l'incarnation de la présomption d'innocence, entre autres. M. Tebboune viole la présomption d'innocence à plusieurs reprises, publiquement, dans l'affaire Dararni, qu'il a traité de balance, dans l'affaire de Sansal, qu'il a traité de quelqu'un qui ne connaît pas son père. Nous allons d'abord l'écouter, et j'ai une question pour vous. إذا اليوم تجي نتايا تبعث لي واحد لص مجهول الهوية مجهول الأب يجي يقول لك الجزائر نصها كان تاع الدولة الفلانية. Alors, à ce moment-là, M. Sansal, le procès était en instruction. Ça veut dire que on ne peut pas violer la présomption d'innocence plus que ça et insommer si... Mais avant de vous donner la parole, pour que vous liez les deux affaires, M. Belrith a été gracié. C'est une très bonne chose. Moi, personnellement, que pour Sansal ou pour... Tout le monde s'est réjoui. Hein, rien à faire en sans que ce soit une question de chapelle. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Absolument. Mais, moi, ce qui m'a interpellé personnellement, c'est qu'il a été libéré au lendemain de la proclamation de l'indépendance. Du MAC, oui. Du MAC. Pourquoi ne pas l'avoir libéré avant, pour que les gens ne fassent pas d'amalgame? Pourquoi ne pas attendre au moins une dizaine de jours et le libérer, 10 jours de plus ou de moins? Pourquoi le libérer au lendemain de la proclamation de l'indépendance? Si je vous laisse en discuter. C'était un alibi politique. D'ici à novembre? Oui, c'était un alibi politique, c'est tout. Je veux dire que, comme nous le disions tout à l'heure, Belrith n'avait strictement rien à faire en prison. Oui. Mais les problèmes politiques, pas seulement qui sont posés, etc., au lieu de se débattre dans les enceintes hors prison, mais depuis que Tebboune est là, parce qu'il faut dire les choses, Abdelaziz Bouteflika, malgré tout ce qu'il recevait, à titre individuel, il a été atteint souvent dans sa mémoire. Ah oui. Atteint dans sa mémoire. Oui. Le seul journaliste qui a été emprisonné à cause de cela, c'était... C'est le directeur du Matin. Oui, voilà, c'était... Benchiko, c'est le seul. C'est le seul. Oui. Et tout le monde encore, on dit que c'est Zarhouni qui, lors des négociations, a insisté pour que Benchiko entre en prison. Oui, c'est possible, mais... Parce qu'il l'avait attaqué sur sa femme, sur l'affaire de l'ancien Moujed. Non, de la pharmacie, Place Audin, etc. C'est vrai, mais néanmoins,
Bouteflika avait encore, je pense, toute sa conscience. Oui, il aurait pu lui éviter la prison. Voilà, bon, stop. Tout à fait d'accord. Très, très. Alors, par rapport à cette question, par rapport à cette question, la libération là, un peu téléguidée, un peu programmée de M. Belrich, la veille le lendemain de la proclamation unilatérale de l'indépendance du MAC, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais moi, je voudrais juste dire, maintenant, les affaires politiques du MAC sont leurs affaires, ils ont une stratégie, ils ont une vision des choses, ils ont leurs alliances, Là, c'est pas un souci pour moi. Là, c'est pas que vous avez remarqué, il y a quelques jours, il y a 2, 3, 4 jours, le pouvoir a fait parler le fils de M. Mhenni. Oui. En disant qu'il était là pour sauver l'honneur de la famille, etc. etc. Or, le pouvoir, c'est des méthodes, pour moi, c'est des méthodes qui sont pas belles, c'est des méthodes qui portent atteinte aux valeurs algériennes, la famille. Maintenant qu'on nous mette en division. Dire que le fils de Mhenni a agi sans pression, sans sollicitation, j'allais dire. Non, moi m'a fait des confidences au niveau du côté du père lui-même, quoi. C'est pas de ça dont je veux parler. C'est qu'il y a eu les mêmes méthodes ont été employées avec sa maman. Il y a plus une douzaine d'années, quand la journaliste de Chourouk est partie l'interviewer chez elle. La maman de Mhenni. Où il lui faisait dire « Je renie mon fils, il a perverti le combat de mon mari, etc. etc. » À l'époque, ça ne faisait pas beaucoup de bruit, le MAC. Farhat est un ami depuis longue date. Je l'ai appelé, je lui ai dit, maintenant tu veux un collectif d'avocats, on essaye de faire bouger les choses, mais il ne faut pas laisser passer ça. On a monté un collectif d'avocats. Et ils ont été la voir. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'en est l'affaire, mais les méthodes employées vis-à-vis de sa mère, Allah yarhamha, c'est pareil. Donc, ça, c'est des méthodes qui sont, pour moi, elles m'écœurent. C'est pas possible qu'un État ou des officines liées à l'État, officiel ou pas, puisse exercer ce type de chantage sur un jeune homme qui apparemment est fragile et qui est probablement victime de blessures narcissiques quelque part. Et c'est-à-dire qu'il faut voir tout le contexte. Bon, Farhad s'est exprimé là-dessus. Mais je dis une chose, c'est que ces procédés qui portent atteinte à la vie privée des gens... Il a été manipulé. Oui, évidemment. Mais moi, j'ai de grosses... c'est pas des convictions, c'est pas une certitude, mais c'est mon intime conviction. Mais c'est vrai que ces méthodes ne sont pas très belles. Ah non, franchement pas. Et puis, elles sont moches. Alors, si vous permettez, parce que nous allons, il faut qu'on aille un peu vite parce qu'il y a des sujets. Donc, nous n'avons pas pu suivre le discours de M. Tebboune. Par contre, il a dit, entre autres, nous ne renoncerons pas au caractère social de l'État. Il a appelé à une démocratie participative, mais je rappelle que lui, c'est l'initiateur, ce monsieur qui appelle à ces grands principes, c'est l'initiateur du 87 bis et de la loi sur la déchéance de nationalité, qui est vraiment une primeur politique en Algérie, et qui procède, toutes ces deux dispositions, toutes deux, d'un terrorisme d'État pour faire taire toute contestation possible. Et lui, il appelle à la démocratie participative. Qu'est-ce qu'il veut dire, d'après vous, pardon ? D'abord, avant de passer à la participation, il faut instaurer la démocratie. D'abord. Parce que la démocratie participative, nous en sommes loin, et beaucoup de pays dans le monde... Qu'est-ce que ça veut dire la démocratie participative ? C'est la population qui participe par son en plus de ces institutions. Oui, plus. Oui, bien sûr. Qui participe dans les institutions, hors des institutions, dans les associations, etc. Participe, absolument. Voilà. Quotidiennement, la population participe au débat politique, au débat économique, etc. À l'élaboration des projets communaux, de quartier. Voilà. À travers les associations, à travers les partis politiques, à travers etc. Donc, mais nous n'en sommes pas là. Nous ne sommes pas même au b.a.-ba de la démocratie. Et nous avons pourtant un Parlement,
nous avons une Ça Assemblée nationale, nous mais avons ça- un Sénat, nous avons ça un Conseil ça constitutionnel, pourrait participer nous avons un Haut Commissariat, je crois, aux droits de aux droits de l'homme. l'homme, oui, mais ça, ce sont des institutions, très souvent des coquilles vides, même quand l'Assemblée nationale est pleine. Rattachées au président de la Ah oui, République, ah oui, comme le absolument. CNES, C'est comme pas- la langue je crois arabe, que- comme la langue tamazight, comme l'Académie. Toutes, elles sont rattachées, Conseil de la jeunesse, toutes rattachées au président de la République. C'est les pouvoirs Parce que hyper. nous- Le Sénat dont il désigne le tiers. présidentiel, entre autres, Oui, oui. oui. Bon, ce sont Est-ce nos que dans institutions. d'autres pays démocratiques, le président désigne le tiers du Sénat? Non. C'est arrivé dans certains pays. C'est arrivé. Je crois que même en France, cela est arrivé avant la Ve République. D'accord. Oui, Avant la c'est- Ve République. Oui, avant la Mais Ve République. maintenant, C'est ce n'est plus le arrivé. cas. Non, c'est pas possible. Tout le monde est élu. que Il y avait surtout- il y avait un tiers qui était désigné. Non. Et puis la désignation du tiers présidentiel, c'était pour bloquer aussi, parce que. Mais à l'époque, il n'y avait pas moment-là- de président de la République en France, il y avait le président du Conseil. Oui. Avant la Si, si, cinquième, oui, bien sûr, avant la il y avait cinquième, un oui. président de la République. Il y avait un président. Non, Ah mais, bon mais l'instauration. Rio, par exemple, pour nous, Ah, c'était d'accord, le ok. président de la République. Non, on avait des Le président de la République avant la cinquième. C'était le président du Conseil qui exerçait, en fait. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà. Parce que le président de la République à l'époque. C'était la français- quatrième, voilà. Oui, c'était la quatrième qui n'avait quasiment aucun pouvoir. Voilà. Alors, Ce que je voulais oui, dire, oui, non, bien le sûr. tiers présidentiel a été instauré chez nous pour des raisons particulières. Pour bloquer, pour Évidemment. c'est une minorité de blocage. Entre autres, et puis comme c'est les grands électeurs qui élisent les sénateurs, donc les électeurs territoriaux, et en 90, je ne sais plus en quelle année on a créé le Sénat, je ne me souviens plus, il y avait une majorité islamiste, donc c'était Oui. s'assurer C'est de la la raison neutralité fondamentale, oui. et de la minorité de blocage au niveau de l'Assemblée. Et quand on a le tiers, ça veut dire qu'on a la minorité de blocage, conformément au texte. Oui, et ça donc veut dire tout qu'on va peut bien. bloquer n'importe quoi. Voilà, tout à fait. Même si vous avez 70%. Évidemment. Voilà. Alors, puisqu'on y est, ce monsieur qui parle de démocratie participative, donc il vient de faire promulguer, de faire adopter la loi sur la déchéance. Alors, selon vous, à qui est destinée cette menace, cet épouvantail, et est-ce qu'ils pourront mettre en œuvre un tel dispositif, même si ça vise la diaspora en France, même si ça ne vise que ceux qui n'ont pas la double nationalité, parce que sinon ils deviendraient apatrides. Mais ils perdraient tous leurs droits civiques. Est-ce que il est... Et puis, est-ce que si ça concerne les gens du MAC, est-ce que ça ne ferait pas d'eux des apatrides, si tant est que la loi est menée au pas de charge, et que par conséquent, c'est une bonne excuse pour revendiquer donc une nation d'où on a été extirpé, arraché, renié. C'est une somme de choses. Vas-y, On n'est pas des juristes, en tout cas moi je ne le suis pas, mais c'est une question extrêmement difficile, très très difficile. Pour eux, très difficile. Déchoir un citoyen de sa nationalité qui lui est transmise de grand-père en père, etc., et qui lui est transmise également par le sol, par la naissance sur le sol algérien, comme dans d'autres pays, et peut-être ceux qui ont acquis la nationalité algérienne, parce qu'il y a des conditions pour avoir la nationalité. Et puis, bien sûr, ils contreviennent à un de ces principes qui font de la nationalité algérienne qu'on le retire. Cela arrive dans tous les pays du monde. Vous trahissez votre pays quand vous venez, vous avez demandé, vous êtes naturalisé, on peut vous enlever la nationalité. Mais on ne peut pas enlever la nationalité à qui que ce soit qui est né de parents algériens et qui est né sur le territoire algérien. Et oui, absolument. La nationalité, ce n'est pas le pouvoir qui est en place, qui a décidé qui est algérien et et il n'a pas à le décider d'ailleurs, qui est algérien et qui ne l'est pas. En plus de cette approche de Brahim, c'est que
quels sont les éléments qui vont fonder la décision du tribunal? Parce que d'abord, est-ce une décision politique? D'abord, il faut la situer. Est-ce une décision juridique? Les deux à la fois. Mais qu'est-ce qui va fonder raisonnablement le fait de dire à quelqu'un vous êtes déchu de votre nationalité? Sur quels critères? Sur quels critères? Quels sont les crimes éventuels qu'on lui reproche, etc. Donc c'est très difficile, comme disait Brahim, très difficile et délicat. Ça, c'est le premier élément. Est-ce que ça vise exclusivement la diaspora? Non. Moi, j'ai envie de demander, je vais être un peu digressif, je m'excuse, le fameux projet de loi sur les mines, l'exploration des mines du 80 ou 119, où les sociétés étrangères peuvent prendre 80% du capital. C'est un acte anticonstitutionnel, me semble-t-il. C'est le sous-sol. À l'évidence, oui. Deuxièmement, je suis désolé de radoter, ça fait 3 ans, depuis la révision constitutionnelle, je ne fais qu'en parler. L'article 30, l'alinéa 4, qui fait de l'armée le garant des intérêts stratégiques et vitaux du pays. Que fait-elle l'armée? Pourquoi s'exonère-t-elle de cette responsabilité en sommant, puisqu'ils ont le pouvoir de jurer par le droit, maintenant avec cet article, de sommer l'établissement politique, de dire ça ne passe pas. Regardez autre chose. Regardez, maintenant, l'armée n'a pas le droit de sommer les politiques. Elle est responsable, au vu de cet article, elle est responsable de tout ce qui se passe en Algérie. Parce qu'elle a, elle a le levier nécessaire. Oui. Je vais aller plus loin. Pourquoi on a ramené toutes les féculents, les légumineuses, etc., sous l'OAIC? Pourquoi? Il y avait des entrepreneurs privés qui s'en sortaient bien, qui avaient de meilleurs prix, qui importaient. C'est très vraiment prioritaire. Non, au-delà d'être prioritaire, derrière se cache un problème moral. Oui. Vous savez, ce type de marché, on commissionne à la tonne en dollars. C'est 10 dollars la tonne, j'en sais rien. Mais c'est comme ça que ça se passe. Celui qui tient le carnet de commande est assuré de devenir milliardaire. Mais pour vous dire des choses comme ça, qui semblent être très, on va dire, très café du commerce, ce que je dis là. Regardez les attributions du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur et des Transports. C'est lui qui est chargé de finalement des transports, avec le ministère de l'Industrie, d'importer les camions. Oui. Les bus, pardon. Et dans quelles conditions? Quel est le cahier des charges? Personne n'est au courant de comment ça se passe. Et on annonce une importation de 2000. Et les pièces, les pneus. Donc c'est tout ça qui est kafkaïen. Et à un moment donné, il faut que ça cesse. Moi, j'ai des amis, des camarades qui sont sur Alger et qui me disent la corruption sous la première mandature de Tebboune et ce tiers de mandat est catastrophique. Colossal. Elle est colossale. Colossal, oui. Donc voilà. C'est les rumeurs que j'ai, rien n'est fondé, évidemment. Mais on voit le changement, la transformation de certains hommes qui sont au pouvoir. Ils ont changé du jour au lendemain. De vie, d'aisance, etc. Et ce n'est pas par leur seul salaire qu'ils méritent, évidemment. Ce que je voulais dire, M. Benchenou, vous avez parlé de démocratie participative. Rappelez-vous, dans le précédent discours, quand on lui a demandé, un journaliste quand même, il a demandé que votre dialogue, d'abord il a dit dialogue ouvert au début, le dialogue ouvert répond à des normes. Il a dit on ne sait pas si on va le faire passer par Chabiya, c'est-à-dire genre charte nationale, donc il s'improvise Boumedienne, grand bien lui fasse, ou alors par, comme on dit, les partis, l'Ahzab al-Fa'ila, c'est-à-dire les partis ceux qui ont de l'influence, etc. Dans le cadre de démocratie, je trouve ça délirant. Oui. Parce que, vous savez pourquoi ils jouent sur du velours? Parce que l'opposition n'est pas construite. L'opposition, avant d'être invitée, elle aurait dû élargir sa base sociale, ça c'est le premier élément. Dire à la présidence de l'armée, d'abord, évaluer la pertinence d'inviter l'armée à cette réunion, puisque c'est une assemblée. Oui. Est-ce que cette assemblée va être délibérante ou pas? Autour de quoi nous allons discuter? Qui va être invité? Il faut qu'il y ait une co-organisation entre la présidence de la République, censée représenter le pouvoir présidentiel, etc., etc. L'armée, c'est évaluer la pertinence de sa présence ou pas. Il y a des tas de choses à mettre en place. Même si l'opposition prendrait, par exemple, des partis, je ne veux pas donner de partis, des personnalités, je ne veux pas en donner, je ne suis pas directeur de casting, comme dirait l'autre, arriver et qu'il n'y ait pas de contact direct. Il y a une interface qui aurait pu être construite.
Il y a des personnalités publiques algériennes, Brahim en connaît, vous en connaissez. Je pense, moi, si M. Had Nasser, s'il n'est pas candidat à la présidence de la République, il peut être l'interface entre l'opposition, c'est quelqu'un de connu pour ses positions, connu pour sa probité. Il y en a d'autres aussi qui peuvent jouer ce rôle-là. Mais ce n'est pas à 3 mois des législatives. On va y arriver. C'est pour ça que je vous dis, votre émission, vraiment, c'est une émission valise. Ah oui, mais c'est des sujets sur lesquels nous allons revenir la semaine prochaine, parce que là, on est en train de défricher un peu. Un sujet, vous savez très bien, tous les Algériens savent que pendant les années 80-90, les services avaient inoculé un slogan Ji Sha'b Ma'aka Flan. Ma'aka le président, Ma'aka Kda. Et ça n'a pas pris parce que c'est l'évocation de 2 entités distinctes. Or, la seule entité morale, spirituelle, c'est le peuple. La seule entité. Et de cette entité sortent les institutions, les élections, le président et tout. Or, après, c'est devenu Ji Sha'b Khawa Khawa que les services, toujours, ont essayé d'inoculer au Hirak. Ça n'a pas marché. Alors, ils ont essayé le coup des stades. Parce qu'ils savaient que les stades étaient la matrice du Hirak. C'est l'expression. L'expression. Les stades ont refusé. Alors que pourtant, les services maîtrisaient quasiment tous les comités de soutien, les comités de supporters. Et là, surprise, ce sont les législateurs, les députés, les sénateurs, qui, dans une transe, dans une hystérie collective absolument incroyable, se mettent à crier « Ji Sha'b Khawa Khawa ». Les législateurs qui violent l'esprit des lois et qui donc appellent... Le lieu hautement symbolique. Qui est le cœur palpitant de la démocratie. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Après, on va passer à un sujet très important. Non, l'armée, dans toutes les armées du monde, participe évidemment du peuple. L'armée française participe du peuple français, c'est également le peuple français. Mais ils ont l'armée a une fonction par rapport à toutes les institutions dans le monde entier. Moi, je vous invite à lire. Particulière. Oui. Moi, je vous invite à lire Huntington, pas le choc des civilisations, mais l'État et le soldat. On prend par exemple le système anglais. C'est pas qu'il y a une espèce de séparation de l'armée et du peuple. L'armée, effectivement, appartient au peuple parce que ces éléments du général au petit troufion viennent tous du peuple, mais ce n'est pas en termes de fonction, mais l'armée vit dans des casernes. C'est ce qu'on appelle l'institution totale. Absolument. Oui. C'est ça, la mais elle reste une institution, pas une entité. Ah non. À part. Non. C'est une institution de la République. Voilà. Comme toutes les républiques qui ont une institution militaire ou des monarchies qui ont de l'institution militaire. On prend par exemple les États-Unis pour continuer sur Huntington, l'État et le soldat. L'armée américaine, même si elle n'est pas visible, même si elle extrêmement présente. C'est le pouvoir. Oui, absolument, c'est le pouvoir profond. Ce n'est pas plutôt le Congrès? Non. Le Congrès joue un rôle essentiel, mais le Congrès, c'est des politiques. Oui. Mais l'armée intervient dans le jeu. Mais sur le plan de la décision politique. Ah non, la décision politique revient toujours soit au président, soit au représentant du peuple. Oui, mais Brahim évoque des situations de crise. Des crises exceptionnelles. Où l'armée américaine, elle peut... Moi, j'avais lu, je ne me rappelle plus de qui, mais je retrouverai, où par rapport à la personnalité de Trump, que si jamais il commettait l'irréparable en donnant les codes, il y en a qui étaient prêts à ne pas obéir. Ah oui. Ça va jusque-là. Hein. Oui. Donc c'est pour ça que... On a un autre exemple. Il y en a quelques-uns. Celui qui est plus proche de nous, c'est la Turquie. La Turquie, il y a un jeu démocratique, il y a des alternances au pouvoir, etc.
Mais l'armée tient tout le monde comme des marionnettes. Mais lorsqu'ils ont tenté de faire un coup d'État, bien sûr. Le peuple a empêché le coup d'État de se faire. Voilà. Non, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Parce que le peuple turc a une... Je n'ai pas envie de diminuer notre peuple, a une maturité politique et il a une histoire assez longue. Et qui est une maturité politique qui est pourtant née d'une longue dictature militaire. Oui, justement, oui. Atatürk, c'était... Comme on arrive bientôt à la fin, nous avons 2 minutes. C'était le vainqueur des Dardanelles. Oui. Alors, il nous reste 2 minutes, nous allons un peu déborder, nous allons prendre 6 minutes à peu près, nous allons déborder de 4 minutes. Mais j'aimerais que vous nous parliez un peu. M. Tebboune a dit dans son discours, on vient de me dicter, depuis cette tribune, je me suis engagé en dialogue avec les partis, depuis que le peuple, etc. Et donc, nous allons parler avec les partis les plus représentatifs pour essayer d'aller vers une... Mais le problème est que ils appellent aux élections locales et législatives, mais il semble que ça ne va rien changer à partir du moment où la fraude électorale est une question systémique à la question. J'aimerais que vous concluiez tous les deux sur ça. Vas-y, Valérie. Les partis, pour moi, sont inexistants. Ce sont des sigles qui ont bénéficié généreusement d'une loi scélérate, parce qu'elle empêche les autres citoyens de s'organiser en partis politiques. Et pour certains, il leur est interdit de s'organiser en partis politiques. Donc la question des partis, moi, ne me convient pas. Les partis qui ont été, rappelons-le, sassés, criblés par la police politique. Oui, bien sûr. Il n'y a pas un parti qui est passé sans l'accord et le feu vert de la police politique. Absolument. Et il faut rompre, c'est avec cela qu'il faut absolument rompre. Que la loi soit pour tous, et que la liberté de s'organiser soit également pour tous, sans contrôle politique, sans contrôle des services de sécurité ou la police politique. Il faut absolument... Il faut une procédure déclarative, tout simplement. Absolument, comme beaucoup de pays, y compris de notre environnement, qui sont déclaratifs. Les partis sont déclaratifs, point. Ce que je voulais dire, c'est que pour reprendre un peu... Voilà, c'est que l'objectif de ce dialogue n'est pas défini, déjà. Même s'il y a des anciens partis qui peuvent y participer pour leur expérience modeste, relative, forte expérience, le rapport au pouvoir, le rapport au droit, le rapport à plein de choses. Mais si il n'y a pas une co-organisation entre ce qui prouverait que le pouvoir est animé de bonnes intentions, une co-organisation entre le pouvoir présidentiel, et si vous voulez, les partis de l'opposition, si tant est qu'on en voit un ou deux, pas plus et encore, mais c'est peine perdue, parce que là, on les emmène vers des élections. Il y a un problème de survie pour l'ensemble d'entre eux, parce qu'il y a quand même des dividendes, et puis il y a les cotisations des élus qui font vivre le parti. La question, ce n'est pas simplement de donner caution au régime en participant, ce qui est reproché à beaucoup de partis, mais comment rester vivant sans se compromettre. Sans se commettre. C'est là où se situe le vrai souci pour les partis politiques. Et sorti de là, quand on va vers les élections communales et vers les élections wilayales, plus les élections législatives, dans un système comme le nôtre, je suis désolé, on cautionne le système. Si on avait pu travailler avant, moi je l'avais dit à un chef de parti, j'étais le nom, je dis il faut élargir ta base sociale. Tu ne peux rien faire tout seul. Il y a des personnes qui ont un peu de crédit, qui ont beaucoup de crédit, avec lesquels on peut bâtir quelque chose. Et moi je ne parle pas de construction, comment bâtir des convergences sur un projet. Je lui dis, et par rapport à ça, l'ouverture du dialogue, c'est pas la solution. Et puis les gens n'ont pas travaillé. Je comprends qu'ils aient été menacés, qu'ils sont tétanisés, qu'ils sont empêchés, tout ça. Mais bon,
C'est la force de ce pouvoir. Je crois que les partis politiques algériens, bon, appelons-les comme cela, parce qu'ils se sont déclarés comme partis politiques ou comme associations politiques, c'est pareil ailleurs. Mais je crois que ces partis-là apportent beaucoup d'eau au moulin du pouvoir, qu'on le veuille ou non, avec tout le respect que je dois à ceux qui se battent vraiment. Et faire valoir. Oui, bon. Je crois qu'eux-mêmes se rendent compte, parce que ou on les marginalise, ou on les somme de participer à des élections. Ce que je voulais dire, je peux. Vous savez, ce qui risque d'arriver lors des élections communales de Wilaya et même législatives, c'est le taux d'abstention. On verra la réaction du peuple algérien par rapport à ces élections. Si ce n'est le boycott. Oui, non, on ne sait pas encore. Parce que vous savez, le FFS va aller aux élections, le RCD, il y a des bastions géostratégiques, il y a toujours une espèce d'émulation entre ces deux partis. Donc ça, c'est particulier pour ce qui concerne la Kabylie, le Grand Alger peut-être. Mais voir le taux de participation sur l'ensemble du territoire national, je crois que l'ennemi de ces scrutins, ça va être encore l'abstention ou le boycott, ça dépendra comment on analysera en fond. Mais là, c'est un pays où on nous oblige. À l'exception de quelques élections, et notamment celle de 90, il faut le dire, 90 ou 89, bon, 90, ouais. 90. Les premières, à l'exception de cette élection-là, il faut dire honnêtement, toutes les élections n'ont pas mobilisé 15% de la population. C'est un score statutaire, les 15%. Oui. Et je me permets de vous reprendre la parole, parce qu'on est en train de me lyncher à l'oreillette. J'aurais voulu que nous parlions d'autres sujets, comme la criminalisation du colonialisme français, qui est un sujet très important, qui en dit long. Mais malheureusement... Je vais vous dire une chose. Londres, vous nous excusez, la loi de criminalisation est un levier politique. Politiquement, c'est un geste fort. Mais il n'y a aucune contrainte sur l'État français, ni d'un point de vue juridiction internationale, ni indemnisation, ni rien, absolument rien. Donc c'est encore... Cela aurait dû être fait il y a déjà longtemps. Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est le ballon qui se dégonfle, quoi. C'est pas... Merci, mes chers amis. Qu'ils ont plus rien en stock. Merci, mes chers amis. Pardon à nos confrères d'avoir un peu débordé sur leur émission. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée à vous. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.